connaissons bien le monde en 3 dimensions: longueur, largeur et hauteur. Pour les plus mathématiciens ou physiciens d'entre nous, on évoquera les axes X, Y et Z. Pourtant, bien que cela soit peut-être moins su par le commun des mortels, le monde ne se résume non pas à 3, mais à 4 dimensions, les 3 premières étant complétées par le temps. Ce que j'aborde en ce moment, ce n'est ni une hypothèse ni une théorie, mais c'est bien un fait avéré et prouvé scientifiquement. Vous comprendrez donc rapidement que tout objet de notre monde est soumis au temps, tout comme il l'est aux 3 autres dimensions. De la même manière qu'un volume a nécessairement une position qui dépend de X ou de Y ou de Z, cette position est également nécessairement dépendante du temps. Et donc que ce volume soit mobile ou non, le temps entre nécessairement dans l'équation de son mouvement, même si celle-ci vaut 0. Là, nous parlons de concepts physiques, mais nous comprenons bien que cela s'applique à tout ce à quoi nous pouvons penser, même les choses abstraites et non tangibles. Un certain style de musique est-il intemporel? Une certaine tendance de mode est-elle intemporelle? L'amour est-il intemporel? Et si vous avez compris mon introduction, vous comprendrez qu'on peut reformuler ces questions de la façon suivante. Est-ce que ces concepts, ces tendances, ces éléments de notre vie arrivent à exister dans un monde à 3 dimensions, tandis que nous sommes dans un monde qui en possède 4? Je suis désolée, mais on n'est qu'en 2024, et un tel niveau de vie dans un espace multidimensionnel, c'est purement fictif et illusoire. Et c'est la raison pour laquelle les propos de ma contradictrice m'ont un petit peu interpellée. En réalité, au-delà du fait que vous pensez que l'intemporel existe, j'ai plutôt l'impression que vous conditionnez la temporalité à la mémoire, car c'est principalement ce dont vous m'avez parlé. Les modes passés, et si jamais elles se perpétuent dans le futur, ou alors un certain génie dont on va encore enseigner les différentes thèses, les différentes théories, ce ne sont que de la mémoire. C'est parce qu'on se souvient de ces personnes, c'est parce qu'on se souvient de ces modes et c'est parce qu'on décide de les transmettre qu'elles existent encore aujourd'hui. Pourtant, si nous avions oublié, est-ce que vous avez pensé à ça? Si nous avions oublié, si nous n'avions pas pris la peine de documenter ces découvertes, si nous n'avions pas pris la peine de porter ces vêtements, de s'approprier ce style, est-ce qu'il existerait encore aujourd'hui? Je pense que c'est la raison pour laquelle, finalement, votre définition de l'intemporel reste un peu fragile, parce que vous prenez difficilement en compte le fait qu'on puisse oublier ces choses et que, par conséquent, elles puissent totalement disparaître. Il y a énormément d'histoires qui ont existé et dont on ne se souvient pas parce qu'elles n'ont pas été perpétrées. Et je pense que c'est ce qui fait que certaines choses existent encore aujourd'hui. Elles ne sont pas intemporelles, elles ont simplement été transmises de génération en génération. Et d'où la question que je vous ai posée. Mais on peut prendre un exemple, si vous voulez, pour illustrer ça. Est-ce que vous avez vu le film Tenet, le film de science-fiction de Christopher Nolan? Bon, je vous l'accorde, il est un petit peu compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a un protagoniste qui se balade dans différentes dimensions temporelles. Il y a des objets dont l'entropie est inversée. Bon, autant vous dire que le nombre de personnes qui ont vraiment compris ce film peut se compter sur les doigts d'une main. Et vous allez me demander pourquoi. La simple et bonne raison, c'est parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes conditionnés à ne comprendre qu'une seule dimension temporelle qui part d'un certain point et qui passe sans même que nous puissions nous en rendre compte. Et au final, il n'y a rien qui peut demeurer de manière éternelle si on n'a pas une véritable action dessus. L'intemporel ne peut pas exister parce que nous sommes dans une seule et même dimension temporelle et finalement, si nous ne prenons pas la peine de véritablement ramener quelque chose du passé au présent, il devient impossible que cette chose soit intemporelle par elle-même. Donc, pour conclure, et je m'adresse à vous, mesdames et messieurs, je dirais qu'il faut qu'on évite de se faire avoir, il faut qu'on évite d'être trop philosophique, il faut qu'on évite d'être trop conceptuel. Ce soir, je vous appelle à être un petit peu plus pragmatique. Pourquoi? Parce que nous croyons aux faits, nous croyons au réel et nous sommes des êtres réels. Alors, s'il vous plaît, j'espère sincèrement que ce soir, personne
ne pourra vous enlever cette vérité générale. Le public à être moins conceptuel et plus pragmatique. Or, selon Kant, dans la critique de la raison pure, le temps est une conception qui nous vient du cerveau pour comprendre le monde et qui n'existe pas en tant que tel. Ma question est la suivante, puisque tu as défendu que l'intemporel n'existait pas, et que selon Kant, le temps n'existe pas non plus. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire est-ce qu'on ne peut pas dire que si le temps est une conception, ne manque-tu pas de pragmatisme dans ton discours, puisque si le temps est une conception et que tu nous invites à être moins conceptuel, n'y a-t-il pas un paradoxe dans ta défense? Voyez-vous, je pense que c'est la raison pour laquelle Kant est plus un philosophe qu'un scientifique ou un mathématicien. Parce que si le temps n'existe pas, dans ce cas-là, j'ai absolument aucun moyen de savoir quelle heure il est actuellement, ni même quel jour il fait. Je ne saurais expliquer pourquoi le soleil commence à tomber. Je pense que je suis simplement dans un rêve où le temps n'existe pas. Je préfère être pragmatique. Je le regardais se poser 1001 questions sur sa vie et se demander comment il en était arrivé là. Il était si triste, comme perdu dans un océan de malheur où rien ne pouvait le rapprocher du bonheur. Il souffrait tellement, se lamentant sur son sort, en se répétant sans cesse que ça fait mal de grandir. Voyez, il est souvent dit que grandir est une nécessité, une étape inévitable de la vie. En effet, grandir, c'est tout d'abord augmenter en taille. Et effectivement, ceci est inévitable. Mais grandir, c'est surtout se conformer, rentrer dans le moule et se modeler aux attentes de la société. Toute notre enfance, nous avons rêvé de grandir, sans même nous rendre compte un seul instant de la richesse qu'était notre jeunesse. Alors, non, il ne s'agirait pas de grandir, mais plutôt de garder intacte la flamme de notre jeunesse. En effet, lorsque nous grandissons, nous nous conformons. Nous laissons derrière nous tout ce en quoi nous rêvions, étant soudain remplacés par un concept que nous ne savons pas interpréter, la maturité. En effet, l'homme n'a pas compris que la maturité, c'est avant tout de savoir garder son âme d'enfant, la laisser intacte. Et c'est elle qui nous pousse à nous dépasser. Alors non, ne pas grandir n'est pas un échec, ne pas grandir n'est pas une erreur. Non, ne pas grandir, c'est se rapprocher de l'enfance, de ce qui est précieux. Car lorsqu'on est enfant, on s'étonne, on s'émerveille, on ne comprend pas tout, mais on croit en ce mystère. Parce que finalement, qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Nous restons en fait fidèles à nous-mêmes, à nos rêves, à nos espoirs, et c'est cela qui nous pousse à faire de notre mieux, à atteindre nos objectifs et à ne rien regretter. Moi, je ne veux pas grandir. Je veux continuer à m'émerveiller, à rêver grand et toujours plus haut. Je veux atteindre mes nuages, leur raconter mes secrets et revenir sur terre.
Et si l'éternité m'était un jour accordée, alors je supplierais à la vie de ne pas oublier l'enfant que j'ai un jour été. Et puis, finalement, nous ne cessons d'entendre constamment: comporte-toi comme une personne de ton âge, grandis un peu. Mais à force de vouloir grandir, quelle place accordons-nous à l'instant présent? Nous nous efforçons tellement de grandir, parfois trop vite, de courir après une maturité imaginée, puis de construire un avenir tout parfait, que nous nous enfermons dans une course effrénée à la richesse, au pouvoir et bien d'autres encore. Toute notre vie est centrée sur cela, et peu à peu, l'homme oublie de vivre l'instant présent, en proie à ce que lui inflige notre monde. Il se préoccupe tellement de ce qu'il va devenir qu'il passe à côté de moments précieux, des moments qui ne reviendront pas. Alors, il s'agirait également de profiter de l'instant présent, de ces petites joies de la vie quotidienne, de ces moments parfois banals mais irremplaçables. Car, malheureusement, nous ne pouvons pas demander du temps au temps. Je pense à cet homme, un voyageur infatigable, engagé dans une course vers la maturité, les responsabilités et un avenir tout parfait. Il courait si vite sans même voir les minutes et les heures défiler. Puis un jour, trop épuisé, il s'arrêta, prit le temps de contempler le monde qui l'entourait, et il le trouva beau. Certains se moquaient de lui, incapables de comprendre à quel point ceci était précieux. Et puis un beau jour, à l'aube de sa vie, il récita les mots suivants: je n'ai aucun regret. Le temps perdu n'est pas revenu, et mon âme, elle, est restée au pays des merveilles. Discours de l'ordre du mirage. J'ai une simple question pour vous. Vous avez dit grandir, c'est se conformer. Déjà, nous ne sommes pas d'accord sur la définition, vous étiez d'accord avec moi au départ, mais j'aimerais vous demander si c'est par incapacité personnelle ou par cynisme occasionnel qu'aujourd'hui, vous insinuez que l'on ne peut grandir sans se conformer. Évidemment. La plupart des personnes que vous voyez dans le monde qui ont réalisé de grands objectifs, à la base, ne s'étaient pas conformées. Toutes les révolutions que vous voyez sont issues de choses qui n'étaient pas dans la norme. Et ils les ont rendues normales. Donc toutes ces choses-là sont parties de certaines personnes qui avaient un rêve, qui avaient une âme d'enfant et qui ont su la garder. Et non, ils ne se sont pas conformés, mais ils ont su construire de grandes choses. Alors, je vous remercie. Vous venez nous parler de grandes choses, de ces hommes qui marquent l'histoire. Peut-on les appeler peut-être des grands hommes? Alors là, vous confondez. Oui, on peut les appeler peut-être des grands hommes, mais il n'y a aucun rapport avec le fait de grandir. Quand on parle de grands hommes, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui a voulu grandir un autre. C'est vous-même qui les avez appelés comme ça parce que vous avez votre propre définition du mot grand, mais ça n'a aucun rapport avec ce dont j'étais en train de parler. 8 secondes. 8 secondes. C'était long, n'est-ce pas? Qu'aurais-je pu en faire de ce temps? 8 secondes. C'était à la fois un instant infime et une éternité. Car, comme nous le savons tous, notre perception du temps est biaisée. Quand on s'ennuie, on a l'impression que ça dure des heures. Quand on s'amuse, quand on aime, ça peut durer quelques secondes. Mais qu'importe, que cela nous ait plu ou non, que cela nous ait profité ou non, 8 secondes se sont écoulées. Elles sont parties et ne reviendront pas. À jamais, vous les avez perdues. Nous avons souvent tendance à l'oublier, mais au-dessus de nous plane une épée de Damoclès qui,
chaque seconde se rapproche lentement, mais inexorablement vers nous. Le temps nous est compté. À la manière d'un vase fissuré, dont l'eau s'écoule lentement, chaque seconde, c'est notre temps qui se dérobe. Vous n'allez peut-être pas mourir demain, je l'espère pour vous, mais demain, ce moment, cette journée, tout aura disparu. Memento mori, n'oubliez pas que vous êtes mortel, car un jour, du temps, vous n'en aurez plus. Alors que faire? Que faire puisqu'il se dilapide? Autant l'utiliser? Faut-il rester là, à m'écouter, déblatérer peut-être des sottises, vous raconter la vie? Que faut-il faire? Je vais vous poser une question, moi. Combien? Combien de journées gâchées? Combien d'opportunités manquées? Combien de temps avez-vous perdu? Toutes ces secondes, toutes ces minutes, toutes ces journées, tous ces mois, peut-être même toutes ces années, elles sont perdues à jamais. Que faites-vous là? Que faites-vous là? Vous perdez votre temps. Certains diraient même que vous perdez de l'argent. Moi, je ne le pense pas. Le temps, c'est beaucoup plus que ça. Le temps, c'est une ressource. C'est tout ce qu'on a. Cette ressource, il faut l'utiliser. Car perdre son temps, c'est ne pas en profiter. Alors, que vous souhaitez prendre votre vie en main ou rester sur le canapé à scroller sur TikTok, faites-le. Faites-le. Ne restez pas là. Vivez votre vie. Faites ce que vous voulez faire tant que vous le pouvez. Pour cela, mourant, quand vous regarderez votre vie, vous serez fier. Fier de ce que vous aurez accompli. Fier de vos rêves. Fier d'avoir aimé des personnes. Fier des choses que vous avez construites. Car ce temps, vous ne l'avez pas perdu. Ce temps n'a pas été perdu. Il a été échangé. Perdre son temps, c'est ne pas en profiter. Alors, ne laissez pas le vase se vider à rien faire. Contemplez-le, comme un enfant jouerait avec. Car, dans la beauté, se cache souvent l'éphémère. Je conclurai sur cette maxime qui dit que s'il faut dans tous les cas mourir, alors autant vivre à en crever. Merci Clément. J'ai cru comprendre que c'est parce que le temps passe que tout disparaît. Mais est-ce parce que le temps passe qu'on le perd? Alors, comme je l'ai très bien expliqué, ce qui fait qu'on perd son temps, c'est de ne pas l'utiliser. Quoi qu'il arrive, le temps défile. C'est comme si vous aviez un compte en banque et que chaque journée, 100 € partaient. Alors ces 100 €, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les échanger contre des choses. Mais si vous ne faites rien, vous perdez 100 €. Bien, c'est pareil avec le temps. Les secondes, les minutes, les heures passent. Si vous ne faites rien, ce temps-là, vous le perdez. J'entends votre raisonnement, mais parfois on ne peut pas forcément utiliser son temps à bon escient, ou en tout cas, il est occupé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas, par exemple le sommeil. Dans ce cas-là, les 100 € partent, et on n'y peut rien. Les a-t-on perdus pour autant? Le sommeil, est-ce une perte? Bien, ça dépend, il faut relativiser. Il y a des choses qui sont obligatoires, mais on peut considérer le sommeil comme une perte de temps. C'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est un besoin vital, mais c'est du temps non utilisé. Alors, ce que j'explique, c'est que quoi qu'il arrive, on perdra du temps. Mais il faut savoir optimiser et en perdre le moins possible. Puis dans tous les cas, on peut perdre son temps.